Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Agilis, le podcast francophone de l'agilité où une fois par mois, ou même un peu plus qu'une fois par mois en ce moment, on vous partage nos conversations et réflexions autour des méthodes, des techniques et des outils. Je suis Julien Deret et aujourd'hui je suis en compagnie d'un product manager, d'un collègue, mais aussi d'un ami, le tout réuni en la personne de Daniel Delofem, aka Dany. Comment vas-tu, Dany ? Écoute Julien, excellent, je te remercie de m'avoir, c'est un grand plaisir d'être ici avec toi ce soir, enfin aujourd'hui, pour ceux qui nous écouteront autrement que ce soir. C'est un plaisir de t'avoir ici aussi. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tu vois, on a créé toute une histoire ensemble, on a créé de l'expérience et tout, et j'étais pressé d'avoir un moment de pouvoir relâcher tout ça et faire une sorte de petit bilan et partager ça avec les auditeurs. Donc aujourd'hui, donc vous l'avez compris, Dany est product manager à Swissborg dans la même entreprise que moi. On a travaillé un petit peu ensemble l'année dernière, même pas mal ensemble l'année dernière, quasiment toute l'année finalement. Et voilà, donc aujourd'hui on voulait parler de l'importance de la relation PM-IM, Product Manager, Engineering Manager. C'est vrai que dans Agilist avec Pierre, on passe souvent tout à travers notre prisme à nous, qui est pas mal biaisé par notre background technique et puis les méthodes agiles. On voit tout agile un peu comme ça et c'est pas ça reflète pas toujours exactement la réalité. Et puis surtout, vous avez toujours le point de vue des techos. Donc je me suis dit qu'échanger autour de tout ça avec quelqu'un de l'autre côté de la barrière, mais vous allez voir que finalement c'est plus le yin et le yang, il y a besoin de cet équilibre là. On s'est dit que ce serait assez rafraîchissant et puis voilà, donc Dany, qui es-tu, quelle est ton histoire, ton œuvre, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton boulot à Swissborg, tout ça. Excellent, je vais essayer de faire court. Donc moi j'ai commencé dans la crypto en 2017. J'ai toujours mon propre petit fonds familial sur lequel on investit depuis. Comme tu peux imaginer, ça a pas mal grandi depuis 2017, même avec des hauts et des bas comme tout le monde. Et progressivement, je me suis de plus en plus rentré dans le rabbit hole de la crypto comme tant d'autres. Souvent, j'ai l'impression que la majorité des gens avec lesquels je parle, quand on parle de crypto, ils rentrent pour le grid, pour essayer de trouver le côté financier derrière, et puis vraiment reste pour un côté qui est beaucoup plus philosophique, quelque chose que je trouve particulièrement joli. Et donc c'est la même chose qui m'est arrivé. Je me suis de plus en plus accentué sur tout ce qui est le monde de CBDC. Je trouvais ça alarmant pour utiliser un mot, et je voulais faire mieux. Je me disais bon, si demain le cash n'existe plus et qu'on devrait passer par une centre bancale qui travaille avec une blockchain, comment faire en sorte qu'on ait une CBDC. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire en anglais Central Bank Digital Currency, donc ça serait notamment un euro digital ou un dollar digital. Comment faire en sorte que ce dollar digital ou cet euro digital justement garantisse des droits humains essentiels comme la vie privée, comme ne pas être censuré dans ses actions financières. Donc j'ai commencé à bosser là-dessus. Puis pendant ce temps, j'étais à l'armée aussi, donc parce que je suis autrichien, pour ceux qui le sachent, pour tout le monde, pour que vous le sachiez. Et en Autriche, comme notamment en Suisse, l'armée est encore obligatoire, donc j'ai commencé à bosser dessus pendant que j'étais à l'armée, ce qui était quelque chose qui était, c'était un contraste qui était plutôt intéressant. Et donc finalement, grâce un peu aussi à l'armée, j'ai eu des contacts avec la Banque centrale autrichienne, et donc on est rentré dans ces cercles un peu plus intimes des banques centrales européennes, finalement à Francfort, et on a pu proposer notre projet, qui malheureusement à la fin a échoué pour des histoires de gouvernance, justement où on cherchait à mettre des backdoors et justement avoir un contrôle que j'estimais trop important par rapport aux droits humains qu'on essaie de défendre. Donc finalement j'ai décidé de quitter tout cela et d'aller vers l'autre côté de la rivière en quelque sorte, et essayer de m'aventurer plus dans DeFi. C'est là où je connaissais déjà un peu Anthony avant, où j'ai parlé avec lui et on s'est retrouvés. Je lui ai écrit un gros email qui était beaucoup trop long pour mon application, mais finalement il m'a accepté. Et donc depuis je suis product manager à Swissborg. Et puis je suis très content d'être ici avec toi aujourd'hui, Julien, parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de vécu quand même ensemble depuis février de l'année passée, de 2022. On a commencé avec, pour tous ceux qui nous écoutent, il faut que vous sachiez qu'à Swissborg, l'année passée, on a changé vers un modèle d'organisation interne qui marche par squad. Je ne sais pas si Julien, tu en as déjà parlé un peu sur le podcast.
Ouais, je l'ai mentionné un petit peu, je pense, mais voilà, on parle du Spotify model, ou en tout cas une adaptation du Spotify model avec des squads qui sont des entités atomiques, des espèces de mini startups dans la startup qui sont censées être autonomes. Donc on a un petit peu toutes les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre des objectifs précis, et finalement on a les moyens. Ensuite, le comment, c'est à nous de le définir en fonction des ressources qu'on a à disposition. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc finalement, Julien, on s'est retrouvé dans une position qui était quand même particulière, dans le sens où on nous a donné une squad avec une sorte de carte blanche et on nous a dit bon, faites ce qu'il faut faire. C'était une squad qui était basée sur gagner une identité interne auprès de notre communauté qui est plus important, de renforcer cette identité Swissborg parmi notre communauté, parmi nos utilisateurs, ce qui est forcément quelque chose qui était très très vague. Donc on a commencé de zéro et finalement je trouve que c'est une année qui s'est très très bien passée. On a réussi à sortir beaucoup de produits qui sont vraiment arrivés à bon port et qui ont mené Swissborg vers une bonne direction. Et donc voilà, je crois que j'attribue une grande partie de ce succès à notre relation à nous, et voilà, j'ai hâte de pouvoir en parler un peu plus. Excellent. Donc, comment est-ce que tu définirais ton rôle de product manager ? Quel est ton rôle, toi, justement, dans cette squad ? Donc, le product manager, pour moi, c'est un rôle de pragmatisme avant tout. Le product manager, à mon avis, il doit ramener. Un product manager, il travaille sur 4 axes principaux. Quand on commence donc, souvent, il y a 2 stades de product development. Un premier stade qu'on appelle la product discovery, et puis un deuxième stade qui est la product delivery. Comme vous l'avez compris, la discovery, ça parle justement quand on va aller chercher le produit, on va aller essayer de comprendre le produit et le formuler. Et puis la delivery, c'est là effectivement on commence à développer et le matérialiser, et puis le shipper auprès de nos utilisateurs. Donc le PM, il y a un travail en amont qui se fait beaucoup plus important que le IM, mais il y a quand même pas mal de overlap au milieu où justement Julien, toi et moi on s'est beaucoup entraidés. Toi tu m'as beaucoup aidé à justement à raffiner les produits, à trouver justement les bonnes façons de le mettre en place, et puis on a pas mal bossé ensemble aussi sur la delivery. Et donc le PM, il travaille sur 4 axes que j'avais mentionné au début. Donc tu as avant tout la valeur ajoutée, c'est le premier truc qu'il faut toujours comprendre. Est-ce que le produit qu'on essaie de construire ramène de la valeur auprès de nos utilisateurs? Deuxièmement, est-ce qu'il est viable d'un point de vue business? Est-ce que ça va ramener de l'argent? Est-ce qu'on va pouvoir contribuer aux objectifs du business globalement? Il y a la feasibilité, donc c'est là effectivement d'un point de vue beaucoup plus technique, et sur l'axe sur lequel toi et moi on a le plus travaillé ensemble, c'est effectivement comment produire maintenant, comment matérialiser le produit sur lequel on parle. Et puis dernièrement, il y a aussi la usabilité, donc comment justement designer le produit pour que la user journey soit correcte et que l'utilisateur justement retrouve le produit que nous on a imaginé en amont. Donc ça part beaucoup sur le design. Et donc le PM, dans tout cela, il ramène 2 choses. Des convictions, donc des convictions qui peuvent être complètement biaisées, ou idéalement des convictions qui ont quand même été recherchées et testées auprès d'utilisateurs en amont. Et puis deuxièmement, il ramène la priorisation, donc savoir quelle est la priorité du produit et comment justement la shaper, et dans quel ordre il faut aller en avant. Mais forcément, la priorisation, c'est un travail qui se fait en binôme avec l'EIM, et où justement avoir un consensus entre les deux est particulièrement avantageux. Ouais, généralement je résume un peu mon boulot. Je résume jamais mon boulot sans parler du PM en fait, parce que moi tout seul, c'est cool. J'ai des développeurs. Maintenant, on me dit de faire un truc, je le fais. Bon, c'est tout quoi. Mais il faut que quelqu'un me dise quoi faire. Et donc souvent je dis, le PM il me dit quoi, quand, et moi je dis comment. C'est à peu près ça. Et effectivement, alors c'est très résumé, mais effectivement il y a beaucoup d'overlap, il y a une grosse intersection entre les deux, parce que si le PM il arrive avec une priorisation en disant on va faire ça dans cet ordre, mais que d'un point de vue technique ça rentre pas exactement dans les cases, on peut respecter cet ordre là, mais ce sera sous-optimal. Donc il y a pas mal de négociations et de discussions où on va essayer de se comprendre l'un l'autre, et c'est là que c'est important si vous avez écouté l'épisode précédent avec le AT, le pilote de chasse, il parle beaucoup de la mission, revenir à la mission toujours, et c'est là que quand on revient aux besoins de l'utilisateur,
à la mission, qu'est-ce qu'on veut, quel est l'impact qu'on veut avoir, et ben on peut trouver un peu plus facilement, je trouve, un consensus à se dire, bah attends, d'un point de vue technique, moi ça m'arrangerait plus qu'on fasse comme ci, comme ça. Puis après il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Est-ce que les développeurs ils sont disponibles? Est-ce qu'ils travaillent pas sur d'autres trucs en même temps? Donc il y a toute la gestion un peu du planning comme ça qui fait que la priorisation, il y a ce qu'on veut faire et puis il y a ce qu'on peut faire, quoi. Donc c'est toujours une sorte de négo pour trouver le bon juste milieu. Et je parle souvent de cette guerre constante entre l'IM et le PM qui finalement permet d'apporter une sorte de balance dans la force quelque part. C'est notre boulot, c'est de se foutre sur la gueule globalement. Mais juste si on est bien aligné et qu'on arrive à converger et à regarder dans le même sens, finalement ça se passe plutôt bien. Et on peut voir parfois que c'est pas toujours le cas. Effectivement, je crois que souvent on construit du conflit ou de la friction en tout cas. Après, je crois que dans le cas en particulier, ça s'est quand même plutôt bien passé. Je me rappelle pas trop de la friction qu'elle a pu avoir, peut-être des moments spontanés, mais ils ont l'air vraiment très peu importants par rapport à tout ce qu'on a pu faire. Donc, non, effectivement, l'alignement entre AM et PM est possiblement la relation la plus importante dans une squad, dans une team interne, pour ramener un projet à bon port, non? Et donc justement quand il y a un bon entendement et quand les deux positions sont bien alignées une avec l'autre, ça facilite énormément la tâche. Et justement on arrive à ramener un message uniforme au reste de l'équipe qui justement crée une identité collective dans une équipe qui encore une fois qui va renforcer tout cet esprit de voilà qu'on gagne ensemble, on perd ensemble et puis c'est un peu ce qu'on veut créer. Et c'est vrai que quand t'as un couple, c'est assez facile. Il suffit que l'un des deux décide d'y mettre de la mauvaise volonté pour vraiment que tout parte à volo, quoi. Donc c'est une relation qui est importante et précieuse, mais ouais, effectivement on n'a pas eu beaucoup de friction, donc tous les deux on arrive à pas trop prendre les choses trop personnellement, donc on a chacun notre rôle et on sait toujours quand c'est le rôle qui parle et quand c'est la personne qui parle, donc généralement c'est un peu quelque chose que j'ai appris à cultiver pas mal dans d'autres boulots où parfois tu vas fighter un petit peu avec quelqu'un parce que chacun prêche un peu pour sa paroisse, chacun veut tirer un peu la couverture parce que parfois il faut se battre un petit peu, mais ça n'empêche pas d'aller se boire un coup après et puis de parler plus à la personne. C'est salute the rank, not the man, mais avec Ferrand et tous les deux on n'a pas eu on crée de la friction, mais c'est de la friction très contrôlée au final. C'est à chaque fois désolé Dany, tu vas pas aimer ça, mais bon là j'ai plus de développeur mobile disponible pour 3 semaines, donc va falloir se démerder. Et Dany va dire non ouais, tu fais chier, mais bon je comprends, je sais que je te fais confiance, je sais que si tu me dis ça c'est que t'as essayé. Et il y a beaucoup la relation de confiance aussi importante aussi, quoi. Et d'ailleurs, les petits coups, on est allé les boire ensemble. Donc, si pour tout couple EMPM qui nous écoute, peut-être effectivement, c'est toujours une bonne chose à faire. C'est clair. Cool. Alors j'ai quelques questions de mon chapeau qui peuvent orienter un peu le truc. Selon toi, quelle serait la qualité? Et c'est une question en fait assez genuine. C'est une vraie question. Quelle est la qualité principale que tu rechercherais toi chez un leader technique ou un engineering manager dans ton équipe? Tu débarques dans une équipe, qu'est-ce que tu attends de l'IM? Ouais, c'est une excellente question. Bon, forcément, il n'y a pas une règle en or, mais je crois qu'un des rôles principaux, d'un point de vue d'un product manager, du mien, subjectivement, c'est une grande partie de communication et d'organisation. Dans le sens où moi, j'ai mes lacunes, mais j'ai mes limites d'un point de vue technique par rapport à ce que je peux comprendre et où je peux participer et surtout aider. Et souvent, il arrive un stade où on rentre vraiment dans le granulaire, où justement, donc potentiellement, on a déjà imaginé le produit, on connaît déjà des specs sur un high level, et là, il faut qu'on rentre vraiment dans le développement. À un moment donné, c'est possible on parle d'autres langues. Moi, à un moment donné, je ne vais plus me retrouver une fois qu'on parle au-delà des IP calls, etc. Moi, j'ai mes limites. Donc, si il y a quelqu'un, un PM, un EM pour un PM qui va pouvoir traduire un peu cela et encore une fois, il y a une grande partie de pragmatisme qui est à mon avis très importante, c'est de comprendre les besoins de l'autre, donc ce que nous on a besoin d'un point de vue de produit, et après traduire ça dans le granulaire pour les développeurs qui sont vraiment dans le vif du sujet. C'est quelque chose qu'en tant que PM, je ne serais pas toujours capable de faire.
Et ben avec toi, Julien, j'ai beaucoup de chance dans le sens où ça a toujours pu se faire très facilement. Donc typiquement, il y a des moments où je me rappelle, dans le dernier produit, on a travaillé ensemble. On était vraiment, c'était une cadence qui était quand même très élevée à la fin. Excuse-moi, il y a mon téléphone qui a sonné. C'était une cadence qui était très élevée quand même à la fin. Et ben souvent on prenait des décisions qui étaient très très rapides. Moi je pouvais aider à prendre la décision d'un point de vue produit high level, mais après au-delà je pouvais faire parfaitement confiance dans le sens où je savais que tu avais compris mon état d'esprit, où je voulais aller. D'ailleurs d'autant plus que toi et moi on était d'accord sur où on voulait aller. Et puis à partir de là je pouvais te laisser et je savais que les devs ils avaient un point d'appui qui comprenait de façon cohérente et pragmatique ce qu'il fallait faire. Donc ça c'est beaucoup plus facilement dit que fait. Il faut vraiment un alignement, une confiance comme tu disais avant de base très importante entre les deux, et en quelque sorte là c'est un mutual empowerment où toi en quelque sorte tu me fais confiance de te ramener les bons produits et d'avoir une bonne discovery à la base, et puis moi je peux fermer les yeux en sachant que voilà, une fois qu'on arrive à un stade du développement, je sais que tu seras là pour le ramener jusqu'à la fin. Ouais, ça me rappelle à nos débuts quand t'es arrivé à Swissborg au final. C'est ta première équipe, je crois, l'Identity, la CHB Squad. Voilà. Je me rappelle qu'une des premières choses qu'on a faites, c'était se faire un rendez-vous ensemble, se faire un meeting et se dire ok, quelles sont les expectations, qu'est-ce qu'on attend, quelles sont les attentes de l'un et l'autre, quels sont nos rôles, et au moins avoir des sortes de ground rules, se mettre d'accord sur les règles de base. Ensuite on avance et puis ensuite on voit un peu, mais c'est toujours play by the rules, learn the rules, use the rules and break the rules. Donc c'est apprends les règles, utilise les règles et ensuite casse les règles. Et c'est un truc qu'on a fait assez rapidement, et ça nous a permis, je pense, après dans ce dernier projet qu'on a fait ensemble en fin d'année dernière, où effectivement c'était très très rapide. J'en ai parlé dans un épisode précédent, où c'était très rapide, mais justement le fait qu'on se connaisse bien et qu'on connaisse chacun les limites de l'autre, mais aussi qu'on ait créé un vocabulaire commun, je pense. C'est un peu une two-way street, quoi. C'est une rue à deux à deux sens, où effectivement l'engineering manager il va devoir traduire un petit peu dans l'autre sens en allant en amont, il va devoir traduire au produit quelles sont les limites techniques ou les choses qui font de quoi les ingénieurs parlent, qu'est-ce qui les limite, qu'est-ce qui leur permet d'aller plus vite, pourquoi est-ce que de tourner ça dans ce sens-là, ça permettrait d'aller plus vite ou de faciliter les choses. Mais aussi du côté produit, le produit, vous allez faire pas mal de recherches, vous allez avoir une vision qui va pouvoir partir un peu loin, et les développeurs, ça va un peu les faire flipper de voir une énorme roadmap, mais c'est important aussi du côté du PM de traduire un peu ce besoin en pouvant ramener à la mission en disant voilà, si on fait ça, même ce petit bout de fonctionnalité, ça va avoir cet impact là, et etc. Donc ça permet aux développeurs de s'aligner sur la mission et sur l'impact qui est voulu, et ça permet à tout le monde d'avoir un langage commun. Finalement on ramène tous les deux, on est un peu des traducteurs, et du coup ce qui sort de nous deux, normalement ça devrait être compréhensible par tout le monde, peu importe leur niveau ou leur endroit sur le spectre, quoi. D'ailleurs, je vais te dire, moi j'ai beaucoup appris de toi aussi ces dernières années, dans le sens où justement quand tu mentionnes des grosses roadmaps, tout PM a tendance ou a envie de sortir des grosses roadmaps avec des visions grandioses, mais finalement il y a cette analogie qui est très visuelle où t'as deux personnes qui essaient de monter un mur, t'as une échelle avec des grands écarts entre planche et planche, donc forcément il y a moins de planches, mais ces écarts sont beaucoup plus importants. Et puis t'as une autre échelle qui a beaucoup plus de planches qui sont beaucoup plus rapprochées l'une à l'autre. Donc potentiellement tu dis d'un côté j'ai que 5 pas à faire, mais de l'autre côté j'en ai 25, et pourtant 9 fois sur 10 c'est la personne qui va être sur la plus petite échelle avec des plus petits pas, avec une cadence plus importante, qui va arriver au haut du mur à d'abord. Donc moi aussi effectivement on travaille beaucoup en itération avec Swissborg, ou progressivement de plus en plus. Ces dernières années j'ai l'impression que c'est quelque chose que toi et moi on a réussi à vraiment bien mettre ensemble. Et donc moi encore une fois en tant que PM j'ai vraiment essayé d'écouter aussi ce que les feedbacks qui revenaient des développeurs. En fait le rôle d'un PM c'est souvent écouter du feedback et savoir quoi faire avec ce feedback de tous les côtés, de tous les différents stakeholders, donc notamment les développeurs aussi, et donc de là sortir des roadmaps qui étaient
qui était beaucoup plus découpé avec voilà un ordre beaucoup plus clair sur voilà faire ça pour ensuite faire ça. Peut-être je peux demander la même question que tu m'as posée avant. Donc de ton côté, par curiosité aussi, c'est quoi tes attentes d'un PM et comment tu vois ce rôle? Ouais, c'est marrant parce que j'allais te poser cette question-là aussi. Qu'est-ce que si t'étais dans mes pompes, qu'est-ce que t'attendrais d'un IM ou d'un leader technique? Mais je vais essayer de répondre. Ce que j'attends, c'est vraiment de l'ownership. Moi, je viens de Scrum où c'est pas un PM, c'est un product owner, quoi. C'est vraiment c'est son bébé, quoi. C'est lui qui décide, c'est lui qui a la vision. Et je pense qu'avoir une vision forte, c'est assez important de pas perdre de vue ça. Et effectivement, les grandes roadmaps, ça fait un peu peur, mais avoir une vision, c'est important, quoi. Et moi, je préfère. On parle souvent dans plein de cas en fait, mais avec François, le VP of Engineering à Swissborg, qui se reconnaîtra, et il dit souvent c'est une boussole et pas un GPS, quoi. Et du coup, j'aime bien cette idée d'avoir une vision avec des cases précises, une vision précise pour le produit. On a une idée de où on veut aller, mais après, comment on y va? Si on définit dès le début du semestre et on dit voilà, dans 6 mois on sera là et voilà comment on va le faire, là on part un peu à la catastrophe, quoi. C'est bien d'avoir des étapes, etc., des idées, mais normalement plus tu vas loin dans le temps et plus il faut que ce soit vague, parce qu'on sait pas, on n'est pas agile si on grave dans le marbre directement notre route à 6 mois. Surtout dans le monde dans lequel on vit et dans l'écosystème dans lequel on travaille. De faire des itérations les plus courtes possibles, ça permet de réagir aussi rapidement, parce que du coup on relâche le travail beaucoup plus rapidement, donc on peut ressauter et récupérer du feedback beaucoup plus rapidement. Donc j'attends à la fois, tu vois, cette espèce de dichotomie entre avoir une vision qui est bien précise et qui va dans une direction bien précise et qui ramène ça à l'équipe. Je pense le côté leader, et c'est quelque chose d'assez important aussi, de leader l'équipe et de faire vivre un peu cette mission, quoi, que les gens ils sachent où ils vont et pourquoi ils font ça. Il y a rien de pire, c'est ce que disait Athé dans l'épisode précédent. Il y a rien de pire quand tu arrives au débrief ou à la rétro et tu demandes aux gens, bon, c'était quoi la mission? Si personne peut répondre, tu peux être sûr que le travail c'est de la merde. C'est si les gens ils font des trucs et ils tapent juste du code ou ils font je sais pas quoi et qu'ils savent pas pourquoi, ils vont juste être des exécutants, ils vont pas pouvoir aider à la mission, alors que finalement le PM lui il sait pas exactement comment il faut implémenter le truc, justement. Et c'est peut-être un autre truc, si on descend plus à un niveau micro, c'est autre chose que j'attends d'un PM, c'est aussi même sur des étapes micro d'implémentation ou de création du produit ou de fonctionnalité, c'est de garder les trucs les plus ouverts possible, quoi. C'est de dire voilà, là, dans le cadre de notre mission à 3 mois, à 6 mois, qui est de faire ci, ça, d'avoir tel impact sur l'utilisateur, on va travailler sur cette partie-là. L'impact espéré, c'est de toucher cette métrique. Ce que je propose et ce qu'on a trouvé avec les designers, etc., c'est d'aller là-dessus et de rajouter peut-être telle fonctionnalité, etc. Voilà les designs proposés. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Et là déjà, on peut commencer à rajouter des personnes dans la boucle qui vont dire ah bah attends, là il y a un petit problème technique, si on fait ça va peut-être un peu compliqué. En revanche, ce que je peux proposer, c'est de faire un peu comme ça, et comme ça on va pouvoir rajouter des gens dans la boucle au fur et à mesure, avoir de plus en plus de feedback et aller vers une solution de plus en plus précise à mesure qu'on rajoute des gens de plus en plus techniques dans la loupe. Alors que je trouve qu'il y a souvent une tendance à arriver et à dire voilà le design fini, voilà ce que vous devez implémenter, on met un bouton blanc ici, un bouton vert ici, une jolie courbe ici, et c'est parti, quoi. Et là du coup tout le monde est un peu pris de court, personne n'a été consulté, et peut-être on va faire un truc, peut-être ça va marcher, mais peut-être c'est sous-optimal, peut-être il y avait une façon différente d'approcher le truc pour avoir un meilleur impact ou le même impact, mais en limitant les ressources. Et moi je me trouve un peu le garant des ressources, et du coup j'attends du PM d'avoir une vision qui est toujours un peu over the top, mais justement c'est pour ça qu'il faut accepter cette friction, parce que si moi on me propose toujours quelque chose qui est en dessous des ressources que je peux proposer, c'est sous-optimal.
s'aligne toujours parfaitement, c'est pas toujours possible, donc j'attends quand même que le PM il soit toujours un petit peu au-dessus de ce qu'on peut faire, et ça va être à nous ensuite de rabaisser un peu la barre et de trouver des compromis, quoi. Mais bref, du coup, je sais pas, pour résumer, je dirais une vision claire à long terme, mais sans se perdre trop dans les détails de comment exactement on va aller, et un bon leader, quoi. Réussir à être le garant de la mission et de pourquoi on est là, quoi. Tout à fait. Je crois que c'est l'aspect de l'esprit critique, dans la nature d'esprit critique dans ce job, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Il y a un exemple que tu viens de mentionner, où ça me dire, limite dans les meilleures équipes, tu commences le développement avant que le design soit fini. Je crois que finalement ça, on arrivait à le faire dans le dernier projet qu'on a fait ensemble. Ouais. Où vraiment, mais ça on n'arrivait qu'à faire parce qu'il y avait un alignement qui était absolu à travers toute l'équipe de ce qu'on essayait de faire et où on voulait aller. Donc pour transmettre le même message, il nous fallait peut-être la moitié des mots qu'il aurait fallu une autre équipe où justement il n'y a pas cette même base, cette vérité en commun. Donc ça, c'est le travail qu'on a pu faire avant qu'on est rentré dans les stades de développement chaud et de hotfixes, etc. Tout ce qu'on a dû faire. On a vraiment cultivé cette identité collective au sein d'une équipe et surtout une mission collective au sein de l'équipe. C'est un rôle qui, je crois, qui encore une fois, qui ne peut que se faire en binôme, parce que je sais pas qui l'avait dit, mais encore une fois, il faut que je le trouve en français correctement, donc excusez-moi si c'est pas tout à fait ça, mais tout le monde connaît en anglais la phrase que voilà, le roi c'est l'utilisateur, ou le roi c'est le customer, voilà. Et après il y a un livre qui disait non, mais en fait c'est pas du tout ça. Le roi finalement c'est ton équipe, parce que si ton équipe est pas contente, le customer ou l'utilisateur final il risque qu'il va pas être content non plus. Donc faut se mettre le focus sur l'équipe et de créer vraiment une culture et une vision commune au sein de l'équipe sur laquelle tout le monde y croit, et que même dans l'absence de l'EM, et même je dirais dans le pire des cas, dans le cas extrême que l'EM et le PM, les deux sont en vacances en même temps, que tu aies une certaine garantie que l'équipe puisse continuer par elle-même. Si tu arrives à faire ça c'est un peu l'objectif final et une belle preuve que tu as réussi dans l'exercice devant toi. Mais donc voilà, je trouve que ça a toujours bien réussi à le faire, et ça, encore une fois, pour arriver à faire cela, ça va de soi qu'il faut une cohésion entre PM et EM, parce que encore une fois, si ce binôme-là n'est pas aligné, ça va être très compliqué d'aligner le reste de l'équipe. Ouais, bah c'est comme j'ai pas d'enfants, mais tu vois, c'est comme des parents, quoi. Si les parents, et s'il y en a toujours un qui part, qui a un dans l'autre sens, ben c'est pratique, parce que tu peux aller voir l'un ou l'autre en fonction de ce dont tu as besoin en tant que gamin, mais en même temps c'est difficile d'avoir un alignement et de créer de l'autorité au final, hein, parce que quand si l'IM et le PM ils sont tout le temps sur la gueule, et que tu vois qu'ils communiquent pas et qu'ils divergent plutôt que de converger, bah toi en tant qu'équipier de développeur, enfin en tant que IC dans l'équipe, tu vas pas vraiment avoir confiance, et du coup si t'as pas confiance en le leadership, t'as pas confiance en la mission, mais après t'as raison de le souligner, les meilleures équipes, enfin les meilleurs projets qu'on a fait, on avait aussi les meilleures équipes, quoi. C'est que le dernier projet sur lequel on était, c'était un truc hyper critique, hyper rapide, il fallait vraiment aller à toute berzingue. Et du coup, nous on a réussi à bien s'en sortir, mais aussi on avait une équipe bijou, quoi. Oui, ça c'est vrai que tu as raison de le souligner. D'ailleurs, c'est limite, je vais dire, c'est facile de le faire quand t'as le vent qui te pousse en arrière, et quand t'as une équipe qui est hyper professionnelle. Après, la challenge, c'est de remonter des équipes qui sont pas tout à fait là encore. On a fait un peu de ça aussi au début, mais c'est vrai c'est beaucoup moins évident, quoi. Donc là, c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut quand même se regarder dans le miroir, se dire bon, on est qu'aussi bon que le maillon faible de l'équipe, finalement. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre façon de dire. Et puis pour ton analogie paternelle, je crois que pour souligner que c'est vraiment pas l'analogie paternelle fonctionne très bien, mais pas dans le sens patriarcal où nous on exerce l'autorité sur le reste de l'équipe, mais plutôt dans le sens que en tant que parent, dans cette analogie, on garde une vue qui est plus haute que le reste de l'équipe, parce que forcément le reste de l'équipe doit rentrer dans le granulaire, alors que nous, en quelque sorte, on a le luxe de pouvoir garder la tête au-dessus de la ligne des arbres, et d'avoir un horizon clair. Et là, encore une fois, cet horizon, il faut qu'il existe, il faut qu'il soit bien défini. Oui, absolument. Ouais. On parle ici du coup de leadership, followership. La mission du leader, c'est de limiter sa charge mentale pour pouvoir garder la vue d'ensemble.
Et du coup, de déléguer, de faire confiance à son équipe et vice-versa. Après, le rôle du follower, ça va être de permettre à son leader de garder le haut niveau et d'essayer de prendre de l'ownership et du lead tactique sur le reste, quoi. Tout à fait. Pour reprendre un peu une des phrases préférées de François, qui, encore une fois, s'il écoute, il se reconnaîtra. Il aime bien toujours dire, il faut créer. On est dans le business de créer des missionnaires et pas des mercenaires, et c'est vraiment ça finalement. Tu essaies de créer une équipe de missionnaires qui, ensemble, vous construisez une vision, une mission commune, plutôt que de mercenaires qui sont que là pour exécuter. C'est comme tu disais avant, s'ils sont que là pour mettre un peu de code et le compiler, ça va pas le même résultat. Donc finalement, je crois que le job EM-PM, c'est un job qui est très humain dans un monde technique. Et donc c'est une relation très charnelle, et justement je crois que le succès de la relation EM-PM se joue en dehors des lignes de code et justement en dehors des designs, en dehors de tous les aspects techniques, mais vraiment dans le charnel, et voilà, réussir à maintenir ce côté humain. À voir comment ça va lui évoluer dans un monde demain où peut-être il y a de moins en moins... À voir, je pars loin, mais avec l'AI qui vient de plus en plus, à voir quel sera le rôle de l'EM et le PM dans le futur, mais pour le moment c'est vraiment ça encore, et moi c'est quelque chose qui me fait particulièrement, qui me réjouit, c'est la partie du travail potentiellement qui me plaît le plus. Ouais, carrément, ouais, je me retrouve aussi un peu là-dedans. Moi, si j'ai quitté les lignes de code justement pour devenir manager, je vois plus ça comme une transition latérale plus que une ascension. Mais c'était pour justement centrer sur l'humain, parce que je me suis rendu compte que c'est ça qui est si compliqué, mais en même temps qui est si intéressant, quoi. L'être humain, il est atomiquement complexe, et du coup une équipe c'est extrêmement complexe, donc essayer de réussir à leader cette équipe, et en plus en étant deux leaders qui doivent se complémenter, ça demande un jeu d'équilibrisme, d'un équilibriste en permanence, et c'est assez intéressant, et quand ça marche c'est d'autant plus gratifiant. Donc peut-être pour revenir sur ce qu'on disait il y a quelques minutes, quelles sont les qualités d'un EM ou même d'un PM, dans peut-être les deux, il y a forcément un ensemble d'acquis techniques qu'il faut avoir, surtout d'un côté EM, et d'un PM aussi. Enfin, le PM finalement c'est en anglais un jack of all trades, un master of none. Moi je pourrais techniquement faire du design, sauf que ça va être dégueulasse, et je pourrais peut-être faire du web dev un peu, mais c'est vraiment pas ce que tu veux. Et mais avoir une base de connaissances suffisante pour quand même pouvoir participer dans le dialogue, et surtout après, au-delà des acquis techniques, c'est vraiment une intelligence émotionnelle qu'il faut avoir et qu'il faut savoir pratiquer. Et si tu arrives à combiner les deux et de les transmettre, c'est là où tu as une forte chance de pouvoir réussir. Super, c'est une excellente conclusion. On a bouclé la boucle. Quand j'ai découvert l'outil dont tu vas parler, c'est un classique de chez classique, mais on le répète en permanence et on pourra jamais le répéter assez. Et moi, j'adore l'utilisation que t'en fais. Franchement, justement, on a fait des roadmaps. T'as fait des roadmaps incroyables avec ça. Et je trouve que t'as masterisé pas mal cet outil, et ça a beaucoup aidé, je trouve, les équipes dans lesquelles on a travaillé. Ça permet d'avoir justement ce référentiel pour pouvoir remettre la vision au centre du truc à chaque fois. Donc parle-nous quel outil as-tu choisi? Après cette introduction, j'ai presque envie de mettre mon chapeau de pitcher et vous dire, mesdames et messieurs, l'outil d'aujourd'hui. Non, aujourd'hui on va parler de Miro. Donc si vous avez déjà parlé de Miro dans le passé, tu fais bien de le répéter. On ne peut pas le répéter suffisamment, surtout chez Swissborg, qui est, pour ceux qui nous écoutent peut-être potentiellement pour la première fois ou qui nous ont pas écouté dans le passé, c'est une entreprise qui est complètement remote. Donc, on a des bureaux en Suisse, on a des bureaux à Lisbonne, mais finalement, toute interaction, 99% d'interaction se fait par Google Meet et par Slack et autres outils qui me permettent de travailler en remote. Et donc, justement, on parlait du charnel avant et du côté humain. Quelque chose qui a tendance de souffrir très rapidement dans un cadre complètement remote, c'est ce côté humain. Et donc Miro me permet à moi en tant que PM, et je vois qu'il nous permet à nous en tant qu'équipe et entreprise au sens plus large, de créer... en fait, c'est une feuille blanche, Miro.
c'est une feuille blanche et ça te permet de visualiser des idées, de matérialiser l'abstrait. Donc typiquement, quand on serait en meeting collectif, il y aurait une sorte de tableau sur lequel on pourrait dessiner, on pourrait écrire nos idées ensemble. Et comme en tant qu'être humain, on a tendance d'être très visuel quand même, un mot dès qu'il écrit quelque part, ça prend une magnitude un peu différente. Et donc Miro, justement, ça nous permet en tant qu'équipe de workshoper ensemble et de partager nos idées et justement, comme tu as pu mentionner avant, moi j'utilise beaucoup pour faire des roadmaps et surtout simplement pour garder moi j'ai tendance toujours dans chaque équipe d'avoir un Miro board, un master board j'appelle ça, peu importe comment on l'appelle finalement, mais où je résume de façon très visuelle avec le moins de texte possible ce qui est en train de se passer, qui fait quoi, de quelle façon on travaille, où on en est pour le progrès. Donc, dans le cas où si un stakeholder, soit interne, se sent perdu, soit ne sait pas où va la mission et vers où on va, ou même un stakeholder externe, comme pourrait être par exemple, je vous dis n'importe quoi, notre CEO qui a envie de voir qu'est-ce que fait la team, avant d'aller nous demander, il peut aller sur le Miro board, il voit ok, ils sont en train de se bosser sur ça, c'est ce qui va venir d'après, on espère que ça va sortir pour ce jour-là, et puis on balance. Donc Miro board finalement c'est tout ce que tu veux que ce soit et ça permet vraiment à des équipes remote de construire une vérité commune et c'est ce qui nous a permis en grande partie justement de construire notre identité d'équipe et c'est un peu la base sur laquelle on a tendance, ou j'ai tendance en tout cas à retomber, et comme j'ai tendance à lidérer quelques meetings, je force les autres à m'écouter quand je pars sur Miro et puis mais ça nous permet effectivement de garder cette vision commune et potentiellement rien de plus important que ça. Excellent. Ouais, donc on le dira jamais assez, mais si vous n'utilisez pas déjà Miro en perso ou surtout en pro, vraiment allez-y. Pas les yeux fermés, ça sera pas très pratique, mais allez-y, essayez. D'ailleurs, il y a plein de templates qui sont super sympas, surtout pour commencer. Après, chacun trouve son propre style, mais il y a une rétro que j'avais adorée que tu avais organisé, Julien. On s'était retrouvés sur une petite île déserte où on parlait des roches qui sont sous l'eau, qui pourraient être un danger, et puis les palmiers qui pourraient nous donner des fruits pour manger. Enfin, et c'est vraiment très sympa. Il y a plein d'analogies à faire et c'est quelque chose qui donne un peu de joie dans un cadre qui sinon peut être plutôt très encadré justement, ou voilà. Ouais, il y a beaucoup de templates. Ça c'était la rétro du Salesboat que je vais ressortir avec une équipe dans 2 semaines, figure-toi. C'est déjà prévu, mais ouais, c'est cool. Il y a plein de building blocks aussi dans Miro, donc si vous avez besoin de 50 post-it, vous faites 3 clics, paf, vous avez vos 50 post-it. Si vous voulez des petits points, il y a plein de briques essentielles comme ça qu'on peut sortir directement, il n'y a pas besoin de tout recréer à chaque fois, donc c'est très pratique. Excuse-moi, il y a même un module de vote, donc quand vous faites des workshops et par exemple vous avez, surtout des rétros par exemple aussi, et vous avez besoin que chacun prenne un peu sa parole, on peut voter. Il y a des timers, tu peux sortir dans différentes équipes et chacun focus sur son tour. Non, ça marche très bien, et puis tu peux l'intégrer directement dans Google Meets aussi, donc c'est quelque chose qui marche très très bien. Excellent. Je vais pas prendre plus de ton temps. On va conclure cette émission. On espère que ça vous a plu, avec un ton un petit peu différent et un temps un peu différent. Mais c'est très cool de changer un peu. Pour finir, Dany, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet mondial? Écoutez, vous pouvez me trouver dans les tranches de Slack souvent. Et non, j'ai pas trop tendance à être un personnage qui est trop public. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, bien sûr, Daniel Delopem. Mais à part ça, j'ai mon Instagram et je préfère le garder privé. Donc voilà, sur LinkedIn, si vous avez besoin de me joindre, avec grand plaisir, je répondrai à toute demande et questions, et hâte de connecter avec vous. Excellent. De mon côté, toujours julien.derry.fr, vous trouverez tous mes liens. Vous trouverez mon bouquin sur Amazon, How I Plan My Wedding with Scrum, et vous me retrouvez régulièrement dans le podcast Real Life sur l'amélioration du quotidien avec mes comparses Matt et Guillaume. Merci d'avoir écouté Agilis. Si l'émission vous a plu, et que vous avez appris quelque chose, on vous invite à nous laisser une note sur Apple Podcast, sur Spotify, sur toute autre plateforme. Si vous nous avez découvert sur LinkedIn, passez-nous un petit commentaire dans le post, on vous répondra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le post. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles discussions sur l'agilité. Salut Dany.